Alors bonjour, bonjour à tous. Merci de vous joindre à l'échange de ce midi. On est très heureux de vous accueillir. C'est peut-être que vous êtes entrepreneur si vous êtes avec nous et que vous vous posez quelques questions sur l'école, que vous voulez en savoir davantage. Le EB, l'École d'entrepreneurship de Beauce, donc pour les intimes. Et on espère que le rendez-vous d'aujourd'hui va vous permettre de répondre à certaines de vos questions, mais en tout cas, certainement, on va vous faire vivre une expérience qui se rapproche de ce que l'on vit à l'école. Donc, mon nom est Valérie Lesage. Je suis collaboratrice de l'école et ça va me faire plaisir de vous accompagner pendant la prochaine heure avec notre invité. Et c'est une conférence qui va se dérouler en fait en mode E2E. Et ça, c'est la recette de l'enseignement à l'École d'entrepreneurship de Beauce, c'est-à-dire que nous sommes dans le partage d'expériences d'entrepreneur à entrepreneur. C'est une façon d'accélérer son expérience en affaires par les apprentissages que d'autres ont fait sur le chemin et qu'ils acceptent de partager. Donc, aujourd'hui, on poursuit la série de conférences Les plus belles erreurs des chefs d'entreprise. Le succès de cette conférence, donc on vient de le dire, c'est dans le E2E, puis vous allez être appelé après la conférence de Victor à poser vos questions. En bas à droite de l'écran, il y a une zone où vous pouvez poser vos questions. Donc, c'est écrit Q et R. Donc, vous pourrez écrire à cet endroit-là et on prendra les questions vers la fin. Si vous avez raté la première conférence des plus belles erreurs des chefs d'entreprise avec Stéphane Julien de Moderco, vous pouvez la rattraper sur la chaîne YouTube de l'école. Et aujourd'hui, on poursuit dans notre deuxième rencontre avec Victor Henriquez, qui est président de Public Stratégie et Conseil. Bonjour Victor. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Ça fait plaisir de t'accueillir. Merci d'être là. Victor, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais dans ton quotidien comme entrepreneur? Oui, regardez, Public Stratégie et Conseil, c'est une firme d'affaires publiques, de relations publiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entreprises et des organisations qui veulent améliorer leur notoriété publique, qui veulent avoir de l'influence auprès des décideurs et qui veulent gérer leur réputation. On fait également de la gestion de crise, relations gouvernementales. Donc, on est dans ce merveilleux univers des communications. Fantastique. Et ça fait plusieurs années que tu fais ça, Victor? Moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine politique, j'avais 18 ans, donc au niveau fédéral. Après ça, j'ai fait du gouvernement provincial, gouvernement municipal. Ensuite, je suis viré vers le monde des médias. Et en 2008, j'avais eu mon premier coup de foudre pour les relations publiques lors de la crise qui a suivi le décès de Freddy Villanova à Montréal-Nord. J'avais géré la crise pour les organismes de Montréal-Nord. Ça a été un premier coup de cœur, une première apparition d'une passion pour la communication. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Steve Flanagan, qui était l'ancien porte-parole d'Hydro-Québec pendant le verglas, avec qui j'ai fait tout mon apprentissage. J'en ai été associé jusqu'en 2018 pour finalement partir à ma propre firme en 2018, la même année où j'ai commencé une formation à l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui a littéralement changé ma vie. Eh bien, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus là-dessus, Victor, mais je pense que en introduction, tu avais envie de nous parler, de nous amener un petit peu à la ferme. Oui, exactement. Puis peut-être aussi pour parler un peu de moi, mais j'ai un parcours assez atypique, hein. Je suis né au Chili en plein milieu d'une dictature en 81. Ensuite, mes parents ont quitté pour la France, où j'ai grandi, où j'ai appris mon français. C'est un peu de là que vient mon accent bizarre, moitié québécois, moitié français, qui fait que les gens pensent que je suis marocain, italien, chilien et toutes ces autres options. Donc, suite à ça, je suis arrivé au Canada à l'âge de 15 ans et j'ai fait mon chemin dans les derniers 25 ans ici au Canada. Alors, mon animal préféré, puis je trouvais ça important d'en parler parce que c'est quelque chose qui me symbolise beaucoup justement dans ce parcours un peu atypique. Mon animal préféré, c'est le coq. Et Valérie, la raison pour laquelle c'est le coq, c'est bien particulier, c'est parce que pour ceux qui ne le savent pas, le coq, c'est le seul animal qui est capable de chanter les deux pieds dans la marde. Et j'ai bien dit dans la marde parce que c'est littéralement là que le coq est à sa meilleure expression. C'est une phrase qui vient de Coluche qui avait, il y a quelques années, dit que les Français avaient choisi ça comme emblème parce que c'était le seul animal capable de chanter de pied dans la marde. Et Et oui, je trouve je vais ça dire le pied dans la merde, hein, c'est sûr. exactement, exactement. Moi, je l'ai un peu québécisé. Mais je dirais que la raison pour laquelle c'est essentiel, c'est que ça a été essentiel dans mon parcours en général, puis particulièrement dans mon parcours d'entrepreneur. Cette résilience que mes parents m'ont appris, cette capacité justement de, même quand tu es dans la pire position possible, de continuer à chanter, ça a rythmé un peu ma vie. Puis c'est quelque chose que je remercie beaucoup mes parents de nous avoir inculqué comme famille.
Je pense qu'à travers les aléas de la vie, puis particulièrement en entrepreneuriat, on est souvent confronté à des situations où est-ce qu'on a l'impression d'avoir les deux pieds dedans et on se demande, OK, qu'est-ce que je fais? Puis il y a deux types de réactions possibles. Tu peux te dire que tu t'en sortiras jamais parce que tu as les deux pieds dedans et que ça sent mauvais partout. Ou tu peux continuer à chanter puis continuer à exprimer ce que tu es et ce que tu veux devenir. Alors, je trouvais ça important de partir là-dedans. Puis le coq, c'est aussi mon signe chinois, donc ça tombait super bien. Je pense que c'était prédestiné. Mais c'est un peu ce qui va rythmer aussi la suite de notre conversation. Vous allez voir que pour moi, la position les plus inconfortables, l'erreur en soi, est un tremplin, une occasion d'apprentissage plus qu'une finalité en soi, plus qu'un enjeu. Et d'ailleurs, cette conférence-là que Victor va donner aujourd'hui s'appelait autrefois Les pires erreurs des chefs d'entreprise et on l'a rebaptisé grâce à Victor pour l'appeler les plus belles erreurs des chefs d'entreprise. Mais en fait, parce que Victor, tu nous offres une autre perspective sur l'erreur au fond. Ben, oui, puis je trouve ça super important parce que je trouve que, vous le savez, hein, les entrepreneurs, on vit dans un monde où c'est très difficile d'accepter l'erreur. On est dans un monde de performance, on est dans un monde où est-ce qu'on veut que tout réussisse, où est-ce qu'on valorise énormément la réussite. Puis je trouve on a tellement tendance à dévaloriser l'erreur. Et pourtant, l'erreur est essentielle, hein. Moi, je pense que sans l'erreur, je ne serais pas rendu où est-ce que je suis, sans les erreurs que j'ai faites. Je parlais avec toi, Valérie, de ça. J'ai un enfant de 2 ans et mon petit bout de chou, il apprend tout par l'erreur. Dans le fond, il passe sa journée à se planter parce qu'il est en train d'apprendre des choses. Et si je l'empêche de faire des erreurs, si je l'empêche de tomber, ben à ce moment-là, je suis en train de l'empêcher d'apprendre. Et c'est ça pour moi l'essentiel de ce propos-là. Puis je pense qu'on le vit dans toutes les sphères d'activité. Je pense que c'est important de s'unir pour passer ce message-là, comme quoi l'erreur fait partie du parcours, fait partie de la game, et que c'est important de la mettre en valeur, cette erreur-là, puis de l'assumer, puis de l'accepter. Puis je remercie l'école pour cette invitation parce que c'est vraiment génial de pouvoir venir partager mes erreurs avec vous. Mais il faut dire aussi que l'école m'a beaucoup apporté dans cet apprentissage-là. Quand tu te retrouves avec des entrepreneurs à l'école qui te partagent leur vécu, qui ont la confiance de dire voici où est-ce que j'ai erré, voici ce que j'ai appris dans ces erreurs-là. Puis pas seulement de parler de leur réussite, mais parler aussi de leurs échecs. C'est extraordinaire comment ça t'ouvre toi-même à te dire hey, tu sais quoi, j'ai envie moi aussi d'embrasser mes erreurs puis de les assumer complètement. Alors, je pense que c'est quelque chose que l'école apporte énormément dans la vie d'un entrepreneur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humilité dans les partages qui sont faits à l'école d'entrepreneurship de Beauce par les entraîneurs qui viennent, puis aussi par les entrepreneurs athlètes qui font partie des cohortes. Et ce qu'on voit moins dans la sphère publique, cette admission de l'erreur, et même on a tendance des fois à lapider les gens qui font les erreurs quand on les voit. C'est quelque chose qui vient chercher ça. Ben, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, puis c'est un exemple que tu connais, Valérie, parce que tu as l'occasion d'écrire un livre sur le sujet, mais c'est l'histoire de Caroline Néron. Comment cette femme, lorsqu'elle a vécu la chute de son entreprise, a été confrontée à des attaques sournoises, à des attaques dures d'une population qui venait l'accuser d'avoir échoué, alors que dans le fond, on oubliait qu'elle avait réussi surtout. Et que oui, les échecs font partie de la réussite, ça fait partie du parcours entrepreneurial. Et je trouvais ça assez abominable comment est-ce que justement on avait attaqué cette personne-là. Au lieu de plutôt de se dire, hey, ben, tu sais quoi, à travers cette heure-là, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui amène? C'est quoi la prochaine étape? Parce que la capacité de se relever, c'est une des plus grandes forces d'un entrepreneur, justement, et d'un être humain en général, cette résilience-là, justement, qu'on doit avoir. Alors, je pense qu'on a tous une mission par rapport à ça, c'est de se dire, dès l'éducation de nos enfants, dès la façon qu'on côtoie nos employés en entrepreneuriat aussi, c'est de leur dire, OK, allez-y, trompez-vous, faites des essais, essayez, apprenez par ça, parce que c'est comme ça qu'on crée des grands professionnels, qu'on devient de grands entrepreneurs. Oui, puis qu'au lieu en fait, c'est de changer le regard, au lieu d'y voir la honte, c'est de tourner ça vers l'apprentissage, puis l'occasion d'apprentissage, en fait. Exactement. Puis, tu sais, la frustration fait partie de la chose, hein. Je vous en parlerai au travers de la discussion. C'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on embrasse l'erreur qu'on n'est pas frustré de l'erreur. On est tous frustrés de l'erreur, c'est normal. La question, c'est après ça, qu'est-ce qu'on fait de cette frustration-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là qui nous envahit? Puis je dis à moi encore une fois, puis désolé pour le langage, mais je suis encore en tabarnak pendant une bonne période de temps après avoir fait des erreurs. Sauf qu'il faut se pardonner soi-même, il faut être moins dur avec soi-même, puis aussi se dire, OK, ben à partir de là,
Maintenant, comment je rebondis? C'est où la zone d'apprentissage? Puis c'est quoi que je ne reproduirai pas? Parce que je pense que l'essentiel là-dedans, c'est justement à partir du moment où on accepte l'erreur, qu'on apprend de cette erreur-là, ben, ça nous évite de la reproduire. Mais c'est le fun ce que tu dis, en fait, parce que tu peux avoir des anges gardiens autour de toi qui vont te rappeler, parce que quand tu crées une culture dans une entreprise où l'erreur est acceptée, tes employés autour peuvent devenir tes anges gardiens aussi quand ils voient en tas parce que tu viens de faire une erreur. Ils peuvent aussi te ramener, hey, peut-être que c'est pas si grave que ça au fond, là. Oui, puis c'est ton entourage, c'est ta famille, c'est tes employés, comme tu le dis, c'est tous ces gens-là autour de toi qui se disent, hey, tu sais quoi, tu es une personne qui accepte l'erreur, accepte, regarde qu'est-ce que là-dedans, analyse, prends le temps de réfléchir, puis de se donner le temps aussi de réfléchir à ça, parce qu'on est tous occupés dans nos jobs, on est tous occupés dans nos vies en général qui se vont à 100 000 à l'heure. Je pense que cette période de COVID nous a peut-être permis de ralentir un peu dans certains aspects de nos vies au moins. Alors, profitons-en peut-être pour réfléchir à ces erreurs-là, puis rebondir là-dessus. Encore une fois, cette aptitude à toujours grandir dans l'erreur, moi, j'appelle ça vivre. Point final. Pour moi, c'est ça, vivre. C'est faire des erreurs, c'est en apprendre, c'est faire des bons coups, puis apprendre aussi de ça. Mais je peux vous garantir que j'ai appris pas mal plus de mes erreurs que des bons coups. Et tu mesures combien maintenant que tu as grandi avec tes erreurs, Victor? Je mesure toujours 5 pieds 11, mais ça ne changera pas, par exemple. Puis certains diraient 5 pieds 10 et demi, mais bon, je vais m'agrandir un peu. Mais je dirais que comme être humain, c'est. Moi, j'ai toujours dit à l'école d'entrepreneurship de Beauce, je suis devenu un entrepreneur, mais je suis aussi devenu un meilleur être humain. Et c'est grâce à ça. C'est beaucoup grâce, pas des choses qui n'étaient pas en moi, mais c'est le fait justement d'avoir appris à travers d'autres expériences, à travers le partage, d'avoir appris justement à assumer certaines parties de moi qui étaient peut-être plus dures à assumer, peut-être une question d'âge, de maturité ou d'apprentissage tout simplement. Alors, je pense que c'est là où je me sens une meilleure personne. Vous demanderez à mon entourage si je le suis vraiment, mais moi, je me sens mieux de toute façon en partant. C'est drôle, ça me rappelle une anecdote à l'école où j'avais fait une erreur devant une cohorte. Et je m'étais vraiment plantée, puis tout le monde s'en est rendu compte, bien entendu. Et la fois suivante, je leur ai dit, OK, je me suis trompée cette fois-là, mais est-ce que vous pouvez me faire confiance pour la suite? Et on avait autre chose à vivre ensemble. Puis, je leur ai dit, là, je pense que je mesure 6 pieds 3 là, avec ce que j'ai appris. Ah, puis il y a une question de bienveillance. Hein. Je pense que le jugement, je pense qu'on juge tous, puis on va arrêter de se faire des cachets. Tout le monde juge dans la vie. Mais en général, l'important, c'est par exemple ce jugement-là, à un moment donné, c'est de se dire, OK, j'ai le droit de juger, mais à partir de là aussi, qu'est-ce que j'apprends? Moi-même des erreurs des autres. Donc, je pense que ça, c'est l'aspect important, c'est de mettre le jugement un peu de côté, ou même quand on fait un jugement ou quand on partage un jugement, de se mettre en mode solution. Nous, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Hein. Tu sais, les gens nous appellent avec des situations. Quand on est en gestion de crise, ils sont les deux pieds dedans. Ce qu'ils s'attendent de nous, c'est pas de baisser la tête et de dire, oh mon Dieu, ça sent mauvais autour de toi. Non, c'est de dire, OK, voici les solutions, voici où est-ce qu'on s'en va, de les accompagner là-dedans, de les accompagner justement à mieux communiquer parce qu'avec eux, on défriche. Donc, c'est un peu ça, ce rôle-là qu'on a en communication, ben, on l'applique à la vie de tous les jours aussi là-dedans. Moi, j'ai fait des erreurs assez importantes, mais je pense que j'ai été confronté à plusieurs erreurs. Et Valérie, si tu me permets, je voudrais en raconter une, entre autres. Non, Euh, Dans ma carrière, j'ai eu de très belles opportunités, dont une, à un moment donné, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, hey, pourrais-tu venir travailler chez Radio-Canada? On cherche quelqu'un qui connaît le soccer pour venir travailler dans le monde des communications. À l'époque, je veux dire, tu demandes à un latino-américain d'origine s'il est content d'être payé pour écouter des games de soccer, puis il va te dire que ça ressemble à peu près au paradis sur Terre. Donc, j'ai été très heureux de cette opportunité-là. Je rentre chez Radio-Canada à la salle de nouvelles. Très impressionné, très, très nerveux aussi par le contexte. Tu côtoies des Danny Dubé à l'époque, d'Enrico Ciccone, Éric Lavallée qui étaient là, des gens connus dans les médias. Et là, on me dit, bon, ben, regarde, tu t'en viens dans la salle, on va animer le premier bulletin de nouvelles. Je suis comme, OK, c'est bon. Déjà là, tu es nerveux. Et là, ils disent, entre autres, il va falloir que tu parles des résultats de ski à Garmisch-Partenkirchen. Et je ne sais pas si vous voyez dans la diapositive comment ça s'écrit. J'ai essayé de ne pas faire d'erreur. Dites-vous que de dire Garmisch-Partenkirchen rapidement et dans un français fluide m'a pris à peu près 4 ans d'entraînement. Tu rentres dans ce studio d'entraînement et tu sais que tu vas te planter. Tu sais que tu vas te tromper sur ce mot-là. Tu as beau le répéter dans ta tête, ça ne rentrera pas. C'est pas dans ta nature de dire ça. Et là, je suis devant la porte, puis je rentre en pré-studio. Donc, il y a 2 salles dans un studio. Et j'ai 2 choix. Je peux reculer puis rentrer chez nous. Ou je peux tout simplement accepter que je vais me tromper. Je me suis trompé. Je l'ai répété 3 fois avant de le dire comme il faut. Mais ultimement,
À travers ça, j'ai osé, j'ai pris ma chance. J'ai fait 6 mois chez Radio-Canada alors que je rentrais pour un contrat d'1 mois. J'ai été analyste de la finale de la Coupe du monde de soccer, qui est probablement une des plus belles expériences de ma vie en général. Tout ça, je n'aurais pas pu le réussir si je n'avais pas accepté de me tromper à ce moment-là. Si je n'avais pas accepté de me planter d'une certaine façon. Tu sais. Puis ça m'amène au deuxième point qui est le privilège de se tromper. Parce que c'est vraiment un privilège qu'on nous donne. Parce que mon employeur, à ce moment-là, la personne qui était à côté de moi m'a dit, regarde, vas-y, c'est pas grave si tu te trompes sur le nom. Les gens qui t'écoutent, ils vont pas te lancer des pierres parce que tu te trompes. Alors, on m'a donné à ce moment-là le privilège de me tromper. Moi, comme entrepreneur, c'est quelque chose que je reprends beaucoup, justement, de travailler avec mes équipes puis avec mes clients aussi, et de se dire qu'on a le privilège de se tromper. On a le privilège, justement, de tester, de pouvoir être créatif, parce que la créativité, ça vient aussi de cette augmentation du risque. À partir du moment où est-ce qu'on donne aux gens et qu'on se donne nous-mêmes le privilège de se tromper, ben à ce moment-là, on est en train de créer, littéralement. Parce qu'on va amener les gens ailleurs. On va les sortir de leur zone de confort. On va les sortir de leur zone de confort, mais on va les amener dans une zone de réussite. Et ça, je trouve ça essentiel. Puis comme entrepreneur, c'est quelque chose que je pense qui est très important à appliquer. Parce qu'on va souvent, surtout dans la situation actuelle où est-ce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, on embauche des gens, souvent on va embaucher non seulement des compétences, mais on va embaucher aussi des aptitudes humaines. Mais si on veut mettre ces aptitudes-là en valeur, si on veut que les gens apprennent au sein de notre entreprise, il faut qu'on leur donne ce privilège-là de se tromper. Et je trouve que c'est un élément assez important. Puis tu vois, puis je reviens à travers ça, tu sais, une fois que tu acceptes l'erreur, que tu donnes le privilège de se tromper, tu découvres une zone extraordinaire. À l'école, Éric Michel Allais, qui était un de mes coachs et que sera à vie mon coach à mes yeux, nous a dit une phrase qui m'a marqué, qui maintenant partout dans ma vie. Il nous a dit, tout ce que tu désires se trouve de l'autre côté de la peur. Et c'était vraiment frappant. Je pense que ça nous a tous marqués. Puis tous les gens qui entendent cette phrase-là m'en parlent encore aujourd'hui parce que c'est vrai que dans la vie en général, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur. Moi, je n'ai jamais sauté en bungee parce que j'avais peur du bungee, mais probablement que j'aurais trouvé l'expérience extraordinaire. Maintenant, il y a des limites quand même. Mais en termes d'entrepreneuriat, je trouve ça extrêmement important, ça. Et ça m'a amené à réfléchir que, quelque part, tout ce que tu désires se trouve de l'autre côté de l'erreur. Parce qu'à partir du moment où tu perds la peur de te tromper, où tu te permets l'erreur, tu rentres toi-même dans une zone comme entrepreneur où tu vas pouvoir réussir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de l'adaptation. On l'a tous vécu dans cette période de COVID. Combien d'entre nous et des gens qui nous écoutent n'ont pas dû s'adapter? Rappelons-nous, le 15 mars, on nous dit tout est fermé. Merci, bonsoir, c'est là que ça arrête. Personne n'avait imaginé une situation comme celle-là. Personne ne pensait un jour vivre un arrêt de la planète au complet. Et là, on se retrouve là-dedans, puis on a deux choix. On tombe ou on s'adapte. Et les entrepreneurs s'adaptent. Et c'est la grande force de l'entrepreneuriat, c'est la grande force de l'entrepreneuriat partout dans le monde, mais particulièrement au Québec. On a des entrepreneurs imaginatifs capables de s'adapter parce qu'ils vont de l'autre côté de la crainte, parce qu'ils prennent la peur et la laissent derrière eux, parce qu'ils se disent l'erreur, je vais la faire, c'est pas grave. Mais je ne peux pas ne pas bouger les pieds, comme on dit au hockey. Il faut que tu continues à être en mouvement et il faut que tu restes fort sur le bâtiment. C'est un peu de se servir de la peur comme un moteur, en fait, pour... on sait, elle est là, mais si on se donne la chance de traverser le mur, justement, mais on s'en sert, au lieu d'être paralysé par la peur, on s'en sert pour avancer. Ben, c'est ça, c'est ce fameux tremplin que l'erreur devient, puis qui te propulse vers la réussite. On a tous lu, on a tous vu des histoires d'entrepreneurs qui ont fait faillite, des histoires d'entrepreneurs qui se sont trompés, qui ont fermé des magasins, qui en ont rouvert d'autres, et qui, au bout de la ligne, sont particulièrement les plus grands succès. Encore aujourd'hui, je pense à Elon Musk, par exemple, qui avant de se rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui, puis d'avoir la valorisation boursière qu'il a passé des années à faire des pertes et à se tromper, justement, et à faire des erreurs. Alors, je pense que là-dedans, on a cet apprentissage comme entrepreneur à prendre. Puis moi, à travers ma carrière, ben, je me rends compte aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, qu'il m'en reste beaucoup d'erreurs à faire, mais que si j'ai tout à recommencer, ben, à partir du moment où j'efface les erreurs de mon parcours, il n'y a aucune chance que je me rende où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Il n'y a aucune chance que je sois devant vous aujourd'hui si je ne fais pas ces erreurs-là, justement, à travers ce parcours. Tu sais, un peu dans l'erreur, puis pour conclure un peu sur tout ça, tu sais, puis je reviens au quatrième point de cet acétate, de ce passage obligé vers la réussite, c'est que nous, comme chefs d'entreprise, lorsqu'on est justement, on veut valoriser l'apprentissage par l'essai et l'erreur, on a un rôle. C'est le rôle d'être le filet de sécurité.
Moi, j'ai une collègue qui fait du trapèze comme sport et en dessous du trapèze, il y a un filet de sécurité. Pourquoi? Parce que dans son apprentissage, si elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle va chuter, elle a une chance de se tuer professionnellement ou de se tuer, point, ben à ce moment-là, les gens ne prennent pas de chance, ne prennent pas de risque. Alors, nous, comme chef, on a ce rôle de créer un filet de sécurité où nos employés savent qu'ils peuvent tomber, mais qu'ils vont se relever, qu'ils vont rebondir, que l'erreur n'est pas fatale et qu'à ce moment-là, on est capable justement d'avancer comme organisation. Ce filet de sécurité-là aussi, c'est ce qui nous permet à nous, comme entrepreneurs, de gérer nos risques par rapport à l'erreur. Donc, de se dire, OK, ben, je crée ce filet-là parce que je veux être sûr que l'erreur ne soit pas fatale pour mon entreprise non plus. Donc, par rapport aux clients, je vais m'assurer que les clients aussi, on protège les clients de l'erreur parce que les clients, quand ils nous embauchent, ils ne veulent pas qu'on fasse des erreurs nécessairement. Ils nous embauchent parce qu'on a une expertise là-dedans, puis ils veulent la mettre en valeur. Ils sont dans des positions souvent où est-ce que leur réputation est à risque important ou où est-ce que les enjeux qu'ils veulent pousser à travers les décideurs ont de l'importance pour eux, ont une importance qui est quasi vitale. Donc, on doit aussi créer ce filet de sécurité. Alors, c'est toute cette balise-là que l'entrepreneur a le pouvoir de créer. Je pense que lorsqu'on fait ça, ben, on est capable de développer des entreprises, puis justement d'avoir de la réussite en général. Est-ce que tu dirais que ça t'a pris beaucoup de temps avant d'arriver à mettre en place un filet de sécurité comme celui dont tu parles? Je te dirais que je commence à le mettre en place. Hein. J'ai longtemps, et ça c'est quelque chose qu'on discute beaucoup. Hein. Tu sais, on a discuté à l'école avec mes collègues. Tu sais, on est dans une époque où est-ce que on embauche des gens, on essaie de les mettre en valeur, mais il y a beaucoup de concurrence, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup de pression sur les entreprises pour garder leur monde. Et souvent, moi, je me disais, mais là, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que j'ai besoin que les gens y livrent, j'ai besoin que les gens y soient bien chez nous, j'ai besoin qu'ils restent. Et finalement, ben, je dirais que c'est dans les 2, 3 dernières années que j'ai justement compris ce concept-là du filet de sécurité, puis d'être capable, au lieu de trop enfermer les employés, de trop les encadrer, ben, de justement leur créer une zone de confort en dessous, une zone d'atterrissage, ce qui me permet de les laisser beaucoup plus libres. Tu sais, moi, j'ai des gens qui sont à Québec, j'ai des gens sur la Rive-Sud, j'ai des gens à Sutton, j'ai un associé qui se promène entre Montréal et l'île aux Grues. Donc, on a beaucoup de distanciation entre les gens. Le télétravail chez nous, c'est une habitude depuis longtemps. Mais pour faire ça, il faut aussi que tu ne peux pas encadrer les gens à la minute. Là. Tu ne peux pas avoir la tête au-dessus de leur épaule tout le temps. Ces gens-là ne vont pas avancer si tu fais ça. Alors, si tu veux te rassurer toi-même, parce qu'on est des insécures, les entrepreneurs, mais si on veut se rassurer, ben, créons nous-mêmes ce filet de sécurité. Je pense que c'est là la mission numéro un. Puis moi, j'y arrive très récemment, puis je suis encore en train de le développer. Ça nous amène très bien à plonger dans la première, plus belle, la première des plus belles erreurs de Victor, qui est de laisser trop de latitude aux gens sans établir ses attentes de façon claire. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu... Ben, tu sais, ça m'a été inspiré justement parce que cette question des plus belles erreurs, des plus grandes erreurs, c'est une réflexion qui dure depuis longtemps à l'école. Et une des erreurs que les entrepreneurs nommaient, c'était de laisser trop de latitude aux gens. Moi, ça m'a frappé parce qu'on est dans une époque parce qu'on ne peut pas ne pas laisser de latitude à nos employés. On le sait, l'autonomie, c'est essentiel aujourd'hui pour des travailleurs, pour des travailleuses qui, justement, valorisent non seulement leur emploi, mais leur vie en général. Ils veulent avoir de la latitude. Mais ce que je me rends compte, moi, à travers mon expérience, c'est que la latitude qu'on laisse aux gens, elle n'est encadrée que par les attentes. Il y a une phrase qui dit pas d'entente sans attente. Puis je pense elle est tout à fait vraie. À l'inverse, pas d'attente sans entente. Pas d'entente sans attente ou pas d'entente sans attente. Les deux s'appliquent, c'est ça qui est bien avec cette phrase-là. Mais c'est justement ça, c'est de se dire, OK, moi, si je veux donner de la latitude à mes gens, puis moi, par exemple, j'ai des employés qui sont de différentes générations. Si je veux que ces gens-là, ils puissent se laisser aller, il y a une condition pour éviter que je sois frustré, c'est que je leur dise ce que je m'attends d'eux autres comme résultat. Je ne peux pas me focuser seulement sur le processus parce que on est dans un monde très réactif. La communication, c'est très réactif. La communication, c'est bidirectionnel aujourd'hui. Donc, la capacité de réagir du monde a été extrêmement importante. Moi, mon rôle, c'est de leur dire ce à quoi je m'attends. Donc, dernièrement, j'ai mis en place des structures justement pour nous permettre d'avoir des rencontres qui nous permettent d'établir ces attentes-là. Chez nous, on a un scrum tous les matins, 8h45, on se fait un scrum d'une quinzaine de minutes. On se parle des dossiers, puis on se dit, OK, voici ce qu'on a à livrer aujourd'hui. On s'assure que les équipes, ils savent ce qu'ils ont à livrer dans la journée, ils soient conscients de c'est quoi nos attentes envers eux. On est capable à ce moment-là de leur dire, regarde, vas-y, maintenant tu sais ce que moi je veux, tu sais ce que je veux au bout, tu sais ce que le client désire obtenir. Puis à partir de là, on est capable de donner beaucoup de latitude aux gens.
Que ce soit en termes d'horaire, que ce soit en termes de livrable. On est dans une belle température, il fait extrêmement beau dehors dans la majorité du Québec aujourd'hui. Donc, moi, j'ai ce désir de créer un milieu de travail où est-ce qu'on a de la latitude, où est-ce qu'on est capable justement de faire confiance à nos employés. Et je me suis rendu compte que pour me rassurer là-dedans, il fallait que je leur dise c'était quoi mes attentes. En plus de ça, tous les vendredis, on a un scrum du vendredi. Où est-ce qu'on leur parle de la semaine suivante? Où est-ce qu'on va se dire, bon, ben voici ce qui a moins bien été, mieux été. Voici ce qu'on s'attend à long terme aussi. Donc, d'être capable de donner aux gens la capacité de se projeter aussi là-dedans. D'être capable de se dire, OK, il y a des attentes à court terme, mais il y a aussi des choses qu'on veut réaliser à long terme. Donc, moi, je le vois dans mon équipe, ça les rend très autonomes, ça les rend très efficaces et ça fait de nous une meilleure entreprise, dans le fond. Et j'en vois les résultats avec les clients. C'est vraiment quelque chose qui nous a apporté beaucoup parce que je me souviens dans le passé de vivre beaucoup de frustration où est-ce que je me rendrais soit moi-même par rapport à des clients ou par rapport à des collaborateurs avec qui je voulais leur donner de l'attitude, mais je me sentais incapable de le faire parce qu'en même temps, je me disais, oui, mais attends, il faut qu'on livre ça, alors il faut que je regarde, il faut que je surveille. Je pense qu'on a tous cette réaction-là. Alors, les attentes clairement exprimées, pour moi, c'est un des secrets de la caramel, quelque part. Mais ça t'est arrivé aussi de laisser énormément de latitude au point peut-être où l'autre ne savait pas exactement où aller. Est-ce que ça t'est arrivé aussi? Oui, ben, tu sais, puis je pense à une expérience. Moi, j'ai eu la chance, il y a à peu près 2 ans, d'embaucher mon meilleur ami hein, qui est venu travailler avec moi pendant 1 an et demi, qui est presque 2 ans. Et c'est quelqu'un pour qui j'avais une confiance énorme sur ses aptitudes, ses qualités, je savais que je pouvais me fier sur lui. J'avais l'impression, dans le fond, j'embauchais quelqu'un qui, à mes yeux, était meilleur que moi. Alors, pour moi, c'était naturel de lui laisser toute la latitude au monde. Puis lorsque la personne a quitté, parce qu'on savait que c'était un passage, puis qu'elle s'en allait vers des défis qui étaient à la hauteur de ce qu'il voulait relever à ce moment-là, on a fait une espèce d'entrevue de départ. D'une certaine façon, on s'est pris une bonne bière en chum aussi. Puis on s'est dit, bon, ben, comment tu as trouvé ça? Et il m'a dit, j'aurais aimé que tu me laisses plus d'autonomie, mais que tu me dises plus ce que tu voulais. Ça m'a frappé parce que je me suis dit, de l'autonomie, je t'en ai laissé en masse. Et finalement, je me suis rendu compte que naturellement puis inconsciemment, malgré toute l'autonomie que je pensais lui laisser, j'avais constamment la tête au-dessus de l'épaule. J'étais constamment en train de regarder parce que j'avais besoin de me rassurer, parce que j'avais besoin de m'assurer que le service à la clientèle était exactement comme on veut qu'il soit, parce qu'on est dans un domaine de service et que si le client n'est pas satisfait puis que le service n'est pas donné de façon optimale, ben on perd des clients. Alors, ça a été très frappant pour moi d'entendre ça de quelqu'un à qui je pensais avoir donné toute la latitude et de me rendre compte que dans le fond, je ne le faisais pas parce que moi-même, je n'étais pas capable de gérer mon stress par rapport à ça. Alors, ça m'a aidé beaucoup à le transformer. Puis, tu vois, la personne qui l'a remplacé, j'ai pris une posture complètement différente. Justement parce que je me suis dit, ben, je ne pense pas que je l'aurais gardé beaucoup plus longtemps parce qu'on savait qu'un jour, il partirait. Mais peut-être que j'aurais rendu l'expérience un peu plus intéressante, peut-être que j'aurais gardé quelques mois de plus, je ne sais pas. Mais au lieu de vivre dans le regret, je me suis dit, ben, assure-toi que la prochaine personne, tu ne fasses pas la même erreur. Puis je pense que si vous le demanderiez aujourd'hui, ben, c'est ça qu'on a réussi à implanter. Grâce aussi à cette structure de communication dont tu parlais tantôt. Puis, dans le fond aussi, j'aimerais te demander comment tu valides la compréhension de l'autre, parce que communication, c'est vraiment bidirectionnel. C'est pas juste toi qui es en train de dire OK, voici ce à quoi je m'attends. Il faut quand même. Ben, c'est qu'il se crée quelque chose de magique, justement, quand toi, tu établis tes attentes, parce que la communication est bidirectionnelle, c'est que les autres osent aussi te dire c'est quoi leurs enjeux. C'est qu'à partir du moment où, justement, je reviens, on annule le jugement, on permet l'erreur, on se donne ce privilège-là, ben, on rend la communication consciente, puis on la rend claire. Donc là, moi, je peux exprimer clairement mes attentes sans avoir peur de heurter ou en se disant, ben, tu sais, si tu le fais correctement puis que c'est clair, tout est beau. Mais les autres aussi se permettent de donner la rétroaction. Ton équipe se permet de dire, ouais, mais tu sais, ça, c'est pas clair, ça, je suis pas sûr, parce qu'ils n'ont pas peur de te questionner, parce que tu n'es pas en train, il n'y a pas de conséquences à te faire challenger. Alors, il se crée un esprit de communication très clair. Puis c'est drôle parce qu'on l'applique aujourd'hui à tout. Hein. Vous savez, en communication, aujourd'hui, la transparence est essentielle. Tu sais. Donc, c'est ça aussi, c'est que ça revient aussi à dire c'est quoi tes attentes par rapport au gouvernement qu'on approche, c'est quoi tes attentes par rapport au public, c'est quoi tes attentes par rapport à tes publics cibles. Donc, nous, ça en est venu même à se dire, ben, tu sais, on l'applique en communication, pourquoi pas l'appliquer à l'interne, mais il se crée quelque chose de magique où les gens te donnent beaucoup, beaucoup de rétroaction. Super. On passe maintenant à la deuxième de tes erreurs, de tes belles erreurs.
ne pas asseoir les bonnes personnes sur les bonnes chaises. Alors, veux-tu nous parler de ce que ça a créé dans ton expérience d'entrepreneur quand il y avait une mauvaise adéquation? Ben, nous, dans le fond, on est une petite entreprise, hein, Valérie, on est une entreprise, on est né en 2018, on a une belle croissance, mais je pense que, puis quelque part, on a aussi cette ambition de garder une taille humaine. Donc, lorsque tu travailles avec de petites équipes, il y a beaucoup de résiduels qui se créent. Je pense que naturellement, dans les premières années, on embauchait des gens pour leur qualité, pour leurs compétences, leurs aptitudes, mais on se retrouvait toujours à faire un peu d'autres choses. Et malheureusement, ce un peu d'autres choses, des fois, devenait beaucoup d'autres choses. Et là, on se retrouvait à avoir des gens qui avaient beaucoup de volonté, mais qui n'avaient pas nécessairement les qualités pour remplir certains mandats. Et on en a eu des conséquences. On a eu des mandats où est-ce qu'on n'a pas livré vraiment ce qu'on voulait livrer, puis il a fallu s'ajuster. On a toujours réussi à corriger, mais ça demande beaucoup de travail quand tu viens à corriger. Donc, on travaillait en double puis en triple. Puis à un moment donné, ben, tu le sais, hein, en service, tu vends du temps. Donc, ton temps alloué versus ta facturation, ça n'équilibre pas. Puis, tu sais, tu te retrouves avec des gens qui sont insatisfaits aussi de leur travail. J'en ai eu plusieurs parce qu'eux-mêmes étaient pas à l'aise. Tu sens qu'ils sont chez vous, puis ils sont comme j'aime l'ambiance, mais je ne suis pas à l'aise dans ce que je fais. Alors, c'est là que moi, j'ai beaucoup pris conscience de cette valeur ajoutée à asseoir les bonnes personnes sur les bonnes chaises. Puis à leur demander aussi c'était quoi la chaise qu'ils voulaient occuper. Parce que sinon, ça devient un siège éjectable. Alors, il faut que tu t'assures que, encore une fois, dans la communication, dans la rétroaction, il y a des gens avec qui on a ces discussions-là régulièrement encore aujourd'hui. Je me permets justement de dire aux gens, es-tu encore satisfait? Est-ce que tu as encore la bonne chaise? Y a-t-il une autre chaise que tu veux occuper? Même entre associés, de se dire, hey, si tu sens la bonne chaise, es-tu à l'aise là-dedans? Puis ce qu'on se rend compte, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans les premières années, les premiers temps de l'entreprise, j'avais beaucoup de gens qui s'asseyaient sur plusieurs chaises en même temps. À un moment donné, ils étaient confortables nulle part. Alors, on a restructuré ça, on a diminué notre offre de service, donc on a essayé de se dire, OK, ben, on va se spécialiser ce dans quoi on est bon. Il y a des gens à l'école qui m'ont permis beaucoup de réfléchir là-dessus. Je travaille en affaires publiques. Entre toi et moi, ma mère ne comprend pas ce que je fais 50% du temps. T'sais. Donc, on s'est dit, ben, au lieu d'essayer d'expliquer à la planète au complet ce qu'on fait, on va se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. On va se concentrer sur ce que les gens veulent qu'on fasse pour eux aussi. Et à partir de là, on va s'assurer aussi qu'on forme des équipes avec des gens qui sont sur la bonne chaise principalement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire un peu d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller explorer d'autres univers, justement en sachant qu'ils peuvent faire des erreurs, mais ils vont être surtout à la place où est-ce qu'ils ont envie d'être. Donc, ils vont être dans leur zone de réussite. Et moi, ça m'a amené de très belles opportunités. Aujourd'hui, on a développé des services grâce à ça. On a optimisé notre offre de service grâce à ça. Puis en même temps, ça nous a permis beaucoup de structurer l'embauche en se disant, non, regarde, restons clairs sur ce qu'on veut, gardons nos objectifs clairs, puis assurons-nous que lorsqu'on embauche quelqu'un, ben, avant même de l'embaucher, on sait sur quelle chaise il veut s'asseoir pour que rapidement, il tombe dans une zone de réussite également. Donc, oui, vas-y, Valérie. Mais c'est intéressant parce que tu parles de zone de réussite, tout ça. Donc, quand la personne est dans sa zone de réussite ou dans sa zone d'excellence, on peut l'appeler comme on veut, mais euh, c'est là que l'initiative se prend là, de la part des employés. Ils ont le goût d'en faire plus. Là. Exactement. Puis ils vont te le dire eux-mêmes. Des fois, ils vont avoir le goût d'explorer certains domaines à côté. Ils vont se dire, hey, tu sais quoi, j'ai le goût d'aller essayer la chaise à côté juste pour un moment, aller voir de quoi ça a l'air, cette chaise-là. Puis tu vas te permettre de le faire parce que tu vas dire, OK, ben regarde, c'est correct, je sais quelle chaise te va le mieux à ce moment-ci, mais j'ai pas de problème à ce que tu ailles sur d'autres chaises justement de façon temporelle ou que tu ailles littéralement en explorer une autre dans laquelle tu vas être mieux. Encore une fois, c'est de la créativité, c'est de la latitude qui se crée. Puis c'est là où les gens t'amènent des solutions. Ils t'amènent de nouveaux domaines. Tu sais, nous, on s'est beaucoup amélioré en gestion de données, par exemple, en veille, dans tous ces secteurs-là aujourd'hui qui sont essentiels dans le domaine dans lequel on travaille. On s'est beaucoup amélioré parce que, justement, on a des gens qui se sont assis sur ces chaises-là, qui ont trouvé un confort puis un bonheur, qui se sont mis à réussir puis qui nous ont permis d'optimiser notre offre de service. Alors, c'est ça qui est vraiment génial quand tu assois. Mais si tes gens ne sont pas assis sur la bonne chaise, il y a une chose qui est claire. Tu vas être insatisfait, ça, je peux vous l'assurer, puis ces gens-là vont partir. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont aller trouver une chaise ailleurs qui leur sied mieux. Et des fois, ça va être moins bien payé, des fois, ça va être moins intéressant pour eux. Mais juste parce qu'ils sont dans une zone de réussite, ils vont te quitter. Donc, c'est Ouais. que la rétention des employés, c'est un défi pour tous les entrepreneurs.
Alors, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix de s'adapter. Puis je pense que, encore aujourd'hui, Valérie, hein, c'est un défi de tous les instants. C'est un Oui, défi de tous les ton instants, même pour toi, là. résiduel, ton résiduel, il faut quand même que tu trouves quelqu'un pour s'en occuper aussi qui va être heureux à faire ça aussi. Oui, puis au début, je ne te mentirais pas que beaucoup, ça va être moi qui va faire le résiduel. Parce que justement, tu te dis, OK, ben toi, comme entrepreneur, t'as aussi une conscience, tu travailles pour ton entreprise, tu es en train de te donner pour ton entreprise. Donc, tu te dis, ben, tu sais quoi, je vais prendre le résiduel le plus possible pour éviter que ce soit réparti partout. Puis à ce moment-là, ben, tu stabilises tes chaises, justement celles de tes employés. Puis toi, tu t'en donnes un peu plus. Mais tu sais qu'ultimement, toi aussi, tu vas devoir être sur la bonne chaise. Parce que si tu veux de la croissance, si tu veux développer, si tu veux entretenir ta clientèle, tu dois aussi être sur la bonne chaise, toi. Donc, c'est constant. Hein? C'est un univers qui est en constant changement, puis dans lequel tu dois constamment t'adapter. Ça revient à la résilience, encore une fois. Puis je pense que j'ose croire qu'on a réussi dans ce domaine-là à trouver une certaine aire d'aller. Troisième erreur, ne jamais dire non à un client. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pose pas de limite si on dit toujours oui finalement à son client? Oui, ça veut dire ça quelque part, mais je pense, tu sais, moi, cette erreur-là m'a été inspirée d'un entrepreneur qui nous disait justement que c'était bien important. Tu sais, à l'école, on a plusieurs entrepreneurs qui nous disent fais attention aux mauvais clients. Cette fameuse loi de Pareto où 20% de ton temps, je veux dire 80% de ton temps va sur le 20% de mauvais clients. Il faut faire attention à ça, puis j'en suis conscient. Mais en même temps, moi, les erreurs que j'ai faites, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose. La première, c'est que le client, bon ou mauvais, il te rapporte des revenus. Donc, il faut faire attention parce que des fois, tu peux pas dire non à un client. Tu ne peux pas te permettre comme entreprise à certains clients de leur dire non. Puis des fois aussi, il faut que tu sois conscient que c'est pas que le client n'est pas un bon client, c'est juste qu'il est dans une posture difficile ou dans une position temporaire qui est difficile. Tu sais, ne pas prendre de décision permanente sur une situation temporaire, c'est essentiel. Et des fois, quand tu veux dire non à un client, ben, tu te rends compte que tu n'aurais peut-être pas dû lui dire non à ce moment-là, parce que ceux qui vont traverser la tempête avec lui vont être avec lui pour longtemps. Et justement, il y a une zone de confiance qui se crée. Moi, j'ai eu des clients difficiles. J'ai eu des clients qui étaient dans des positions eux-mêmes où est-ce que, soit parce qu'ils n'étaient pas assez encadrés, soit parce qu'ils avaient beaucoup de pression, devenaient des clients qui étaient très demandants pour nous. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, mais là, c'est parce que je regarde la facture que je t'envoie au bout du mois, puis je regarde ce que tu me demandes, puis ça ne fit plus, là. Mais en même temps, plusieurs de ces clients-là, on a traversé le désert ensemble. Puis quand on est arrivé dans la zone d'Oasis, ben, on a bénéficié ensemble. Donc, tu perds avec eux, tu gagnes avec eux. Alors oui, à un moment donné, il faut mettre ses limites par rapport aux clients, mais il faut expliquer le pourquoi. Il faut trouver des solutions aussi. Dis pas non à un client en disant, ben non, moi, je ne fais pas ça. Non, dis-y, je ne fais pas ça parce que, je ne fais pas ça parce que je ne peux pas, parce que j'ai d'autres enjeux. Puis si tu lui dis non, dis-lui, je ne peux pas faire ça, mais je peux faire ça. Offre-y des solutions. Tu es en mode service. Je peux te Moi, j'ai une référer collègue à ou je peux, tu essaies de trouver. où tu peux te trouver quelqu'un, où je connais quelqu'un qui peut t'aider. Moi, je ne peux pas à ce moment-ci, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider là-dedans. J'ai une collègue qui dit tous les clients veulent être traités comme des ministres parce qu'on est des gens issus du milieu politique. Puis c'est vrai. Puis tous les clients méritent d'être traités comme des ministres parce que chaque client est essentiel pour toi, même celui à qui tu as le goût de dire non. Donc, tu sais, moi, j'ai appris là-dedans aussi à des clients à qui j'ai dit non, que je regarde aujourd'hui, puis que je me dis, ah mon Dieu, si seulement j'avais eu la patience, si seulement j'avais eu les moyens à l'époque, parce que des fois, je ne pouvais tout simplement pas, de ne pas dire non, mais peut-être que j'aurais pu le faire autrement. Tu sais, ça m'est arrivé d'aller rechercher des clients en leur disant, tu sais quoi, j'aurais pas dû te dire non à ce moment-là, mais regarde, je ne te l'ai pas expliqué alors, mais voici pourquoi je ne pouvais pas aller là à ce moment-ci. Donc, tu sais, on a ce travail à faire justement, de trouver des solutions, puis surtout d'expliquer le pourquoi c'est essentiel. Oui, puis quand on se préparait, on disait aussi, il y a des clients, quand tu parlais des clients qui sont parfois dans des situations difficiles à un moment, puis ils vont avoir un tempérament peut-être plus cassant, ouais, plus pressé, ça va être plus difficile de négocier avec eux. Mais quand on bâtit sa clientèle sur du long terme, euh, ben, c'est peut-être que cette personne-là sera sur une autre chaise à un moment ultérieur et que votre relation va changer du tout au tout, puis que vous allez grandir ensemble tous les deux, là. Ah, tout à fait. Puis c'est surtout, c'est principalement les gens avec qui tu vas traverser le désert qui vont te référer, donner les meilleures références, te recommander le mieux à d'autres personnes aussi. Parce que justement, tu as été là quand c'était le plus difficile pour eux. Alors Mm. oui, ne jamais dire non à un client, c'est une erreur,
mais dire non trop facilement, dire non trop rapidement, dire non sans explication, dire non sans solution, pour moi, c'est encore une plus grande erreur. On l'a fait, on apprend, mais je pense que moi, c'est une des expériences qui sont les plus importantes pour moi. Puis, tu sais, surtout dans notre domaine, on est en gestion de crise, on est en développement d'influence. C'est très complexe, c'est très rapide. Dans cette période de COVID, c'est encore plus instantané. Tu sais, on a de la misère à se projeter, donc même tes communications ne se projettent pas. Les clients nous appellent pour des choses pour demain matin. Le client t'appelle à 8h30, il dit j'ai besoin d'un document pour 11h. Tu peux bien lui dire non, j'avais d'autres choses de prévues, mais en même temps, lui, il est là en ce moment. Tu as besoin de lui en ce moment, puis il a besoin de toi. Ce n'est pas le temps de lui dire non. Peut-être qu'après, tu pourras lui dire, tu sais quoi, si tu pouvais me donner un peu plus de délai, ce serait apprécié. Peut-être que tu pourrais lui dire, regarde, je peux te livrer ça, mais pas ça. Mais trouve des solutions, puis mets-toi en mode solution. Parce que lui, il a besoin de toi à ce moment-ci. Erreur numéro 4. Penser qu'on communique clairement. Et là, ça vient de quelqu'un de communication. Alors, je suis intriguée de Ouais. savoir plus sur ça. Ouais. La clarté de la communication, c'est essentiel. Le canal de communication qu'on utilise, c'est essentiel. C'est quand même drôle parce que quand on a passé à cette erreur-là, je me suis dit, OK, est-ce que tu as l'humilité d'aller jusqu'à temps de dire que toi aussi, tu te trompes en communiquant? Puis je pense que oui. Je pense que j'ai une expérience très récente qui me fait encore mal, honnêtement. Là. Puis quand j'en parle, je suis encore en maudit. Mais très récemment, j'ai eu un client avec qui qui nous a approché pour un mandat. Très dernière minute, encore une fois, très rapide le mandat. Et devait nous répondre. Donc, on s'est pressé énormément pour répondre à son besoin, pour lui présenter une soumission. Devait nous revenir, nous est revenu un peu plus tard. Et lorsque j'ai répondu à la personne pour la remercier de nous octroyer le mandat, la personne m'a répondu qu'elle trouvait que notre temps de réponse avait été trop long. Puis honnêtement, il l'avait été. C'est juste qu'à ce moment-là, on était dans une urgence. J'avais mis ça de côté, puis personnellement, je me suis trompé. J'aurais dû prendre le temps de répondre. Dire, regarde, des fois, je dis en communication, ne rien dire, c'est un manque de déclaration, mais dire que tu ne peux rien dire, c'est une déclaration. J'aurais dû juste lui dire, tu sais quoi, on est dans le jeu en ce moment, je te reviens demain. Mais je ne l'ai pas fait. Puis quand je lui ai répondu, la personne m'a répondu rapidement, ah, je suis un peu déçu du temps que ça vous a pris de me répondre. Et lorsque j'ai reçu ça, puis tu sais, on revient à celle d'avant, ne jamais dire non à un client, s'assurer que les attentes sont claires, j'ai répondu de façon très cordiale que je comprenais un peu sa frustration, que j'en étais désolé, mais que maintenant que je savais quelles étaient ses attentes, je m'assurais qu'on puisse les remplir. Sauf que je l'ai envoyé par courriel. Et un courriel, c'est très impersonnel. Et cette personne-là n'a pas répondu à mon courriel et quelques jours plus tard m'a simplement écrit que le mandat allait être octroyé à une autre firme et qu'elle ne voulait pas débuter une relation d'affaires sur une chicane quelque part. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'ai essayé de rattraper, mais déjà, la personne me dit que cette décision est sans appel, donc je savais que les carottes étaient cuites, comme on dit. Je m'en suis voulu énormément parce que, dans le fond, j'aurais juste dû prendre le téléphone. Puis je le savais, mais j'ai réagi de façon émotive. J'ai réagi sur le moment. J'ai réagi de la mauvaise façon. Je n'ai pas communiqué clairement. Je n'ai pas dit les choses comme je pensais qu'elles étaient. Alors qu'il aurait suffi que je prenne le téléphone, que j'appelle, puis qu'on ait une discussion, ça aurait tout réglé. Puis c'est un mandat de plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'on a mis de côté, qu'on a perdu, que j'ai perdu personnellement, parce que après ça, il a fallu que j'assume face à mes équipes, à qui j'avais dit qu'on avait le mandat. Il a fallu que je leur dise que j'avais perdu le mandat. Il a fallu que je parle à certains collaborateurs avec qui on collaborait sur ce mandat pour leur dire, tu sais quoi, je t'ai dit qu'on l'avait, mais finalement, je l'ai perdu. Il faut que tu assumes ton erreur. C'est très dur à assumer. Ça ne m'arrivera plus jamais. Ça ne m'arrivera plus jamais de ne pas prendre le téléphone puis taper et dire, regarde, je suis vraiment désolé, je m'excuse. Puis peut-être aussi de faire attention, dans cette période de COVID, on est beaucoup dans la communication à distance, dans le courriel, dans le Zoom, alors que c'est si simple de prendre le téléphone puis de s'appeler. On l'a plus mis de côté, le téléphone. On a un peu mis de côté le téléphone, on regarde nos messages sur le téléphone, mais on a oublié de s'appeler. C'est si simple de s'appeler et de se parler. Je pense que si on s'était parlé, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il y a un ton qui a été perçu dans le courriel. En fait, c'est ce que je comprends de ce que tu nous dis, là. Ben, c'est ça, c'est que c'est l'univers de la perception de la communication. Hein. C'est ça, communiquer. Puis quand on parle de communiquer clairement, oui, il y a la clarté du message, mais il y a aussi la clarté dans l'intention, la clarté dans l'émotion. Puis tu sais, c'est que quand tu envoies un courriel, tu ne sais pas dans quelle posture l'autre personne est en face. Comment est-ce qu'elle te reçoit à ce moment-là?
sais, moi, je n'ai pas pris le temps de me dire. Moi, j'ai réagi en me disant, ben là, comment, là, je veux dire, oui, je t'ai répondu, OK, je comprends, mais toi aussi, tu m'as répondu en retard. Tu sais, il y avait un peu ce fait de dire, ben, ton délai aussi était plus long, donc je pouvais me permettre de. C'est pas dans mes habitudes d'avoir cette attitude-là, mais tu sais, je pense que sur le moment, j'étais fatigué, émotif. Il faut dire que je traversais la dernière tempête de neige, je revenais de la Gaspésie. Donc, tu sais, la route n'était pas belle, j'étais un peu dans le stress. Et là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens de réagir comme ça. Mais je ne sais pas comment elle l'a pris. Je ne le saurais peut-être jamais, mais si j'avais pris le téléphone, je l'aurais su. J'aurais su c'était quoi sa posture. J'aurais su dans quel état d'esprit elle-même était cette personne-là. Alors, j'aurais probablement pu adapter ma communication parce que c'est ça aussi la clarté de la communication, c'est de s'adapter. Alors, tu sais, je vous en parle, puis je le regrette encore à ce moment-ci. Sérieusement, ça me fait encore mal. Finalement, je me suis excusé, puis je me suis assuré que la personne comprenne que c'était une erreur, justement. Je me suis excusé à la personne, j'ai reconnu mon erreur à la personne parce que c'était vraiment une erreur. Ce qui fait que cette personne-là a probablement aujourd'hui une meilleure opinion de moi qu'elle avait au moment de recevoir le courriel. Puis c'est pas à moi de juger comment elle a réagi. Parce que certains pourraient dire, ah, elle a mal réagi. C'est pas grave. L'important, c'est pas comment elle a réagi. L'important, c'est comment toi, tu aurais pu prendre la situation en charge différemment. Et je pense que là, la communication claire, c'est là qu'elle prend tout son sens. Il faut qu'elle soit claire, mais il faut qu'elle soit consciente aussi. Il faut qu'elle prenne conscience des gens à qui tu parles. Alors ça, si je peux vous dire une chose, c'est juste de faire attention, de ne pas hésiter à prendre le téléphone, d'avoir des communications directes, de laisser l'humain aussi s'exprimer, puis de vous-même ne pas être émotif dans votre réaction parce que vous êtes un entrepreneur. C'est pas, vous ne parlez pas à un ami, vous parlez à une autre entreprise qui a un besoin. Donc, c'est des organisations qui se parlent. Je le dis en formation, c'est niaiseux, là. Je le dis en formation, je l'enseigne en formation du monde. La fois où je ne l'ai pas appliqué, ça m'a coûté cher, mais que voulez-vous? Ça fait partie de la game. Encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage. Oui, c'est ça. On peut glisser sur la peau de banane en chemin, même si on a déjà parlé souvent des peaux de banane et qu'on sait que ça existe. Et voilà, tout le monde est humain. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Justement, l'affaire, c'est de ne pas la reproduire. Ouais. Et ça nous amène donc à à la cinquième et dernière erreur d'aujourd'hui, qui est qui serait de ne pas faire d'erreur, de ne pas se permettre d'erreur. Ben, c'est ça, je me suis longtemps questionné sur cette cinquième erreur parce que je voulais faire un peu ce top 5 des erreurs les plus importantes à mes yeux. Puis je me suis dit, ce serait quoi c'est quoi l'erreur la plus grande que tu aies pu faire? Puis ça m'est venu à l'esprit immédiatement, c'est de ne pas faire d'erreur. Parce que ma blonde me dit souvent, les gens qui font pas d'erreur, les seuls qui font pas d'erreur, c'est ceux qui ne travaillent pas. Je disais tantôt quand on se préparait, Valérie, que dans le fond, souvent, ils sont 6 pieds sous terre. Tu as entièrement raison. Vivre, c'est faire de l'erreur. Je reviens sur mon petit garçon qui fait des erreurs quand il apprend à marcher. Je reviens sur mon grand garçon qui fait des erreurs lui aussi. Puis on se doit d'être conciliant envers soi-même aussi. Mais faire des erreurs, c'est le fun. Faire des erreurs, c'est prendre des risques. Puis quand tu prends des risques, tu es excité. Tu es excité de prendre un risque, tu es excité de le faire. Tu as envie d'aller vers l'erreur. Donc, tu sais quoi, moi, c'est probablement la chose que j'espère le plus continuer à faire, c'est de continuer à faire des erreurs parce que ça veut dire que je vais continuer à essayer, ça veut dire que je vais continuer à grandir, ça veut dire que je vais continuer à évoluer comme personne. Ça me tente de le faire à ce moment-ci. Puis je recommande à tout le monde justement de laisser votre monde faire des erreurs, de vous laisser faire des erreurs. Vos entreprises vont grandir grâce à ça. Puis, faire une erreur, ça ne veut pas dire de faire une erreur, d'être négligent. La rigueur, c'est essentiel. La volonté de bien faire, c'est essentiel. Mais tu parlais d'excellence. Il y a l'excellence versus la performance. C'est quelque chose qui est tellement important aujourd'hui. Puis moi, c'est nouveau. Je ne suis papa dans la vie depuis 5 ans. Puis je me rends compte à quel point de demander la performance, ça amène dans une zone qui est tellement désagréable. Ça crée du stress, ça crée de l'anxiété. On veut pas faire ça à nos enfants, mais on ne veut pas faire ça à notre monde, on ne veut pas faire ça à nos conjoints, on ne veut pas faire ça à nos employés. Donc, laissons l'erreur exister, s'il vous plaît, puis laissons l'erreur des autres exister aussi, parce qu'à travers les erreurs des autres, on apprend nous-mêmes. Alors, c'était ma conclusion quelque part. J'ai hâte de répondre à vos questions, mais je pense que si on se donne tous le droit de se tromper, ben, on va tous apprendre plus. Puis honnêtement, Valérie, puis je sais qu'à travers toi, je pense à tous les gens de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je ne veux pas faire de l'infopub, mais c'est important pour moi que vous sachiez que dans tout ce parcours-là d'entrepreneur, dans toute cette conférence-là, il y a un élément en commun, c'est mon apprentissage à l'EEB. J'ai eu la chance de faire la cohorte émergence, d'abord avec 26 êtres humains absolument incroyables,
qui sont devenus des membres de ma famille. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces gens-là deviennent essentiels dans vos vies. Vous vivez une grande aventure ensemble, puis moi, j'ai l'impression qu'on a fait la guerre ensemble. C'est des gens qui sont aujourd'hui encore essentiels pour moi. On maudit qu'on s'ennuie de ne pas se voir à cause de la COVID. On a hâte de se revoir. Mais les coachs à l'école, les gens comme toi, Valérie, les gens comme tous les autres qui sont à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui nous amènent à justement mieux nous connaître, à mieux nous accepter comme êtres humains. Les entrepreneurs entraîneurs qui nous partagent tellement de choses puis qui nous amènent tellement plus loin. Moi, c'est une expérience qui m'a littéralement changé. Ma vie est plus belle grâce à l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement heureux d'être avec vous. C'est pour ça que tu le sais, pour l'école, je suis toujours disponible. Je le serai toujours disponible. Parce qu'il y a littéralement là un apprentissage important qui est celui de partager et de se permettre d'être soi-même. Je suis devenu ce que je voulais devenir et je vais continuer à devenir ce que je vais vouloir devenir justement à travers le temps. Alors ça, moi, j'appelle ça vivre. On est dans une période difficile, on est dans une période absolument unique de l'humanité en général, où est-ce que je pense qu'on a besoin de se faire du bien, on a besoin de se revoir, on a besoin d'être plus conciliants les uns avec les autres, on a besoin de plus d'humanité, on a besoin de moins de jugement, on a besoin de valoriser l'erreur. Donc, merci pour cette discussion. J'espère que vous avez des questions parce qu'il nous reste encore du temps. Je voulais laisser du temps à cette discussion-là. Je ne sais pas, Valérie, si toi, tu as d'autres questions. J'en ai d'autres, en fait, parce que j'aimerais ça que tu parles avec beaucoup d'enthousiasme puis beaucoup de reconnaissance de l'école. Puis je me disais, qu'est-ce que tu as trouvé à l'école que tu ne t'attendais pas à trouver? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Une famille. Moi, je suis très familial. Hein. Je suis latino-américain d'origine. Oui, c'est culturel, mais en même temps, j'ai une famille extraordinaire. On a traversé les 400 coups ensemble. Je vous en ai parlé. Le Chili, la France, le Canada, le Mexique. On s'est promené à 4 enfants puis 2 adultes. Puis je pensais jamais retrouver ça. Je pensais jamais retrouver ce que j'avais trouvé en politique aussi, où tu sais, la politique, c'est très familial. On fait beaucoup de choses ensemble. Et là, je suis arrivé à l'école, j'ai redécouvert une famille. C'est drôle, la première journée, quand j'ai rencontré la directrice générale, Isabelle Lebert, euh, un peu en joke, un peu sérieusement, je l'ai regardé, je lui ai dit, ça ressemble un peu à une secte ici. Et je sais que ça n'a pas plu à tout le monde que je le dise, puis ça ne plaira certainement pas que je le répète. Mais c'était ma seule façon d'exprimer à quel point il y avait quelque chose qui se passait de spécial, où est-ce qu'il se créait une unité très forte entre les gens très rapidement. Pourtant, c'est un espace physique assez commun. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Il y a quelque chose de magique, mais tu ne comprends pas pourquoi. Moi, je l'ai exprimé à ce moment-là en parlant de secte, mais dans le fond, aujourd'hui, c'est plus que j'ai retrouvé une zone où est-ce qu'il y avait une famille. Puis encore aujourd'hui, quand je retourne à l'école, dans les murs de l'école, j'ai encore cette énergie-là. C'est l'énergie, je pense, de tous les entrepreneurs qui partagent. C'est l'énergie des coachs qui nous encadrent, des gens qui nous entourent, des gens qui travaillent là. Je pense à Mme Michel qui a animé nos soirées au bar, justement, puis avec qui aussi on a créé un lien. Tout le monde est à l'écoute entre eux. Tout le monde s'écoute. Puis ils ne font pas juste s'entendre, ils s'écoutent. Et ça, je pense que c'est un super apprentissage. C'est quelque chose que Marc Dutil a créé ça avec des gens autour de lui et c'est absolument phénoménal ce qu'on a réussi à créer chez vous en Beauce. Euh, Moi, j'y retourne maintenant avec une affection extraordinaire. J'ai hâte à chaque fois, j'ai hâte que le COVID finisse pour retourner là. Des fois, ça me manque. Des fois, je me dis, ah mon Dieu, c'est dur en ce moment. J'irai passer à 24 heures en Beauce. Il me semble que ça ferait du bien. Puis c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent, mais c'est vraiment un investissement qui vaut extrêmement la peine. Mais c'est cet esprit de famille. Puis tu ne perds jamais l'esprit de famille avec les autres entrepreneurs de l'école aussi. J'en ai rencontré plusieurs. On s'appelle, on se parle régulièrement. Tu n'es plus tout seul. Alors que, tu sais, beaucoup d'entrepreneurs, je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent, moi, il n'y a pas d'entrepreneurs dans ma famille. Il y a des gens très entreprenants. Ma mère est très proche d'entrepreneurs. Elle a développé un organisme communautaire à Montréal-Nord absolument extraordinaire. Mais je ne pensais pas qu'il y avait d'entrepreneurs dans mon entourage. Et là, je me retrouve avec plein d'entrepreneurs d'un coup, avec qui je partage tout, puis avec qui je peux tout dire. Ça, là, c'est absolument magique. Mais merci, Victor. On va aller répondre aux questions qui nous sont posées. En fait, il y a Marie-Ève Godet qui demande si vous avez un employé qui n'apprend pas de ses erreurs, euh, comment tu encadres cet employé-là? Euh, je dirais que c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Je pense que là-dessus, il faut être conscient que d'abord, il y a des gens que c'est par manque de volonté, puis ça veut juste dire qu'ils ne sont peut-être pas à la bonne place. Puis des fois, peut-être pas à la bonne place chez vous, tout simplement. Mais il y a des gens où c'est par gêne,
Il y a des gens où c'est par peur. Donc, c'est d'être capable de discuter avec eux puis d'identifier. Dans une zone de bienveillance, justement, d'être capable de discuter avec eux, d'identifier le pourquoi il n'apprend pas de l'erreur. Qu'est-ce qu'il ne voit pas, peut-être que vous voyez dans l'erreur? Est-ce qu'il voit ça comme une erreur alors que peut-être qu'il ne le voit juste pas comme une erreur? Alors, c'est vraiment de défricher avec cette personne-là. Puis une fois que vous avez défriché, de s'entendre sur la solution. Des fois, la solution peut être drastique. Il y a des gens qui ne fitent pas dans votre entreprise. Ça se peut. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne fitaient pas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça veut juste dire que ce que l'on est et ce que ces gens-là sont, ben, ça ne va pas ensemble. C'est comme un couple. Des fois, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes du tout. Et des fois, c'est juste parce que la personne n'est pas rendue là, justement. Vous savez, on vient tous avec un bagage dans la vie. On ne sait pas c'est quoi, comment les gens ont valorisé l'erreur dans leur passé. Peut-être que c'est des gens qui ne voient pas justement l'apprentissage par l'erreur. Alors, accompagner, puis là-dedans, questionner beaucoup. La communication, c'est essentiel pour ça. Puis cette communication consciente et bienveillante, je la trouve super importante. Alors, je pense, Marie-Ève, que c'est vraiment ça. Prenez le temps et peut-être aussi d'instaurer chez vous des fois de partager. Moi, je partage beaucoup mes erreurs à moi parce que ça rend les gens à l'aise aussi. Ah, ben, s'ils partagent les siennes, pas partager les miennes, il ne faut pas qu'ils aient peur de la conséquence. Parce que surtout les jeunes employés, s'ils ont peur de la conséquence, s'ils ont l'impression que s'ils se trompent, ben, ils vont moins mal paraître à vos yeux, ben, à ce moment-là, ça se peut que ça ait des conséquences. Mais je pense qu'il faut défricher, il faut beaucoup creuser avec les gens comme ça. C'est afficher sa propre vulnérabilité, en Oui. fait, ça peut être très, très utile. On va aller à la question de Gaëtan Brousseau qui demande si vous pouviez recommencer votre vie d'entrepreneur avec ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Et boy. Euh, Bonne question. c'est une excellente question, puis c'est très dur à répondre parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Puis je sais que c'est la réponse facile, puis je ne voudrais pas vous le dire comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur en 2015 grâce à un homme extraordinaire qui m'a fait confiance, qui a fait de moi son associé. Mais 2 ans après, on s'est rendu compte qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et j'ai décidé, comme on dit, on a décidé de se séparer avant de se chicaner. Mais une séparation, c'est jamais facile. Euh, mais je me suis longtemps demandé si j'avais peut-être pas fait une erreur justement de m'associer à cette personne-là. Et ça a longtemps été ça à mes yeux. Ça a longtemps été une erreur. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris que non, parce que sans ces 2 années-là, je ne serais pas où je suis. Alors, je ne vois pas comment j'aurais pu apprendre ce que j'ai appris, puis je pourrais avoir une vision aussi claire de mon entreprise si je n'avais pas fait les erreurs que j'ai faites. Peut-être que la seule chose que je ferais différemment, c'est de commencer avant. Parce que puis encore là, je dis ça, mais j'ai eu mon expérience à Radio-Canada en 2010. J'ai adoré le monde des médias. C'est pour ça aussi que je suis aussi content de parler devant vous. J'adore parler aux gens. Vous le voyez, je parle beaucoup, puis je me retiens en plus. Mais, euh, mais je pense que j'aurais pu faire une belle carrière dans les médias. On m'a demandé de partir à Chicoutimi. Ce n'était pas une option à ce moment-là, parce que je m'ennuierais de ma famille. Mais je ne vois pas où est-ce que j'aurais pu bifurquer. Je ne vois pas ce que j'aurais pu le faire avant. Mais peut-être que je commencerai avant. Peut-être que j'irai à l'école avant. Peut-être qu'il y a des choses que. Il y a certainement des choses que je ferais un peu différemment, mais globalement, non. Il y a peut-être une chose qui me vient à l'esprit pendant que je vous parle. C'est vraiment c'est une entrepreneur de l'entreprise Odessa à Saint-Eustache qui m'a appris ça. J'ai beaucoup passé de temps à vouloir démocratiser mon secteur, à vouloir aller chercher des clients, des PME ou des clients qui ne savaient pas, peut-être pas qu'ils avaient besoin de nos services, puis essayer de les convaincre qu'on serait bon pour leur entreprise. J'avais cette volonté de vouloir démocratiser les relations publiques, de leur donner de la valeur en général. Et cette femme-là m'a dit, est-ce que vous avez fait le plein chez ceux qui comprennent votre service et qui savent qu'ils en ont besoin? Ma réponse était non. Et elle m'a dit, ben à ce moment-là, allez faire le plein d'abord, puis vous verrez après. Elle avait tellement raison. On s'est parlé littéralement 3 minutes. En passant, on s'est parlé parce que j'avais fait l'erreur. Je pensais qu'elle était propriétaire de la poissonnerie Odessa à Laval où ma femme magasine régulièrement. Et finalement, c'était une autre entreprise. Donc, je suis allé la voir sur le mauvais prétexte quelque part. Et elle m'a dit ça après la discussion. Ça a duré 2 minutes. Et ça m'a tellement aidé à éclaircir. Donc, s'il y a une chose que je ferais différemment, c'est de me concentrer sur ce que je fais de mieux,
sur ce que l'on fait de mieux comme équipe et de faire le plein dans ce secteur-là avant d'essayer de convaincre la planète entière qu'on est bon dans ce qu'on fait. Évangéliser la planète. Exactement. On a Marie-Claude Lagueux qui dit l'attitude face à ses erreurs, face aux erreurs de son équipe est un point très important. Je tiens à féliciter M. Henriquez pour son attitude. Il semble être passionné, positif, prêt à repousser ses limites. Alors, merci, dit-elle, pour la présentation. Alors, un petit commentaire gentil que je voulais partager, Victor. Et puis, on a aussi des gens qui nous écrivent aussi. Jonathan Tivierge qui dit merci. Guy Primo également. Donc, voilà pour ces commentaires-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre. Moi, j'en ai une autre pour Victor en attendant qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Dans le fond, tantôt, tu nous parlais d'accueillir tout ça, ces erreurs-là, puis que finalement, tu es content d'en faire, mais il reste que sur le coup, quand on fait une erreur, ça fait mal. Mm-hmm. Donc, ça prend du temps pour digérer une erreur, hein, puis pour se donner le moment de recul pour être capable de voir ce qu'elle nous apporte. Comment tu gères ça? Ben, tu sais, là, je reviens beaucoup à ce qu'on enseigne aux gens. Puis, lorsqu'on fait des formations de porte-parole, on parle beaucoup des modèles mentaux puis de la posture mentale. Tu sais, on a ça à travailler avec les gens. Beaucoup qui, tu sais, je te donne un exemple. Tu vas en entrevue avec Paul Arcand, par exemple. Tu sais que tu vas te stresser, tout ça. Puis, si tu dis que tous les journalistes veulent te planter, c'est sûr que tu vas avoir une mauvaise posture. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ma posture. J'essaye de rester le plus positif possible par rapport à ça, mais c'est surtout de prendre le temps de recul le plus rapidement possible. Je te dirais que, tu sais, quand tu fais une erreur, tu es dans l'émotion. Je reviens sur l'erreur que je vous ai racontée, celle qui m'a coûté quelques dizaines de milliers de dollars de mandat. Ça a duré 48 heures, j'étais en maudit. J'étais en maudit après moi-même. Je n'étais pas en maudit après personne, j'étais en maudit après moi. Honnêtement, c'était vraiment pas des belles journées. Ma femme le savait, tout le monde savait que j'étais en maudit. Et là, c'est ma blonde qui m'a rattrapé et qui m'a dit prends le temps de réfléchir. Ne sois pas trop dur envers toi-même, prends le temps de réfléchir. Puis c'est important, ces anges gardiens. Tu parlais des anges gardiens tantôt, Valérie, puis j'aime tellement ça parce que c'est important, ces anges gardiens qui vont dire hey, stop, attends une seconde. Recule d'un pas parce que tu vois plus clair. Puis on a besoin de ce moment-là. Alors moi, je te dirais que le plus rapidement tu vas le faire, le plus tu vas changer ta posture rapidement. Puis à ce moment-là, tu vas rentrer dans un autre monde. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas te hanter, ça me hante encore. Je vous en parle, puis ça paraît, je pense que ça me hante encore. Mais ce n'est pas grave. Je vais m'assurer que le prochain, ça ne se reproduise pas. Puis là, à partir du moment où tu prends ce pas de recul, tu es capable justement de rentrer dans une meilleure attitude. Puis je remercie beaucoup Mme Lagu pour son commentaire. Et ça revient beaucoup à ça. Hein. C'est le fait de dire, tiens, je veux être quoi comme être humain? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Tu sais, fais-toi. On est beaucoup dans ce que les autres veulent qu'on fasse. On est beaucoup dans ce que la société veut qu'on réalise. On est. Je pense que les autres veulent qu'on fasse Tu souvent. as tellement raison, ce qu'on pense que les autres veulent qu'on fasse, ce qu'on pense que la société veut qu'on réalise, ce qu'on doit être comme entrepreneur. Tu sais, les gens, tu leur dis, hey, tu es entrepreneur, ah, tu as une business, hey, toi, tu gagnes bien ta vie. Oh, attends une seconde, c'est pas tout le temps vrai. Mais c'est vrai qu'on a une chance d'être entrepreneur, c'est qu'on a pris notre destinée entre nos mains, puis on a une liberté qui n'a pas de prix. Alors, je pense qu'à partir du moment où tu prends conscience de tout ce qu'on a d'extraordinaire, de tout ce qu'on réalise d'extraordinaire, de la chance qu'on a de se donner le privilège de partir une entreprise, de se tromper. Puis des fois, c'est grâce à nous, c'est grâce à nos familles, c'est grâce à nos conjoints, c'est grâce à plein de monde autour de nous. Mais quand tu prends conscience de toute cette chance que tu as et que tu es reconnaissant pour cette chance que tu as, ça change ta posture générale. C'est quand je reviens à l'école, ce que j'ai vu avec des entrepreneurs de tous les âges. Je pense que j'étais parmi les plus vieux de ma cohorte. Tu sais, il y avait des jeunes là-dedans qui avaient 22, 23 ans. Puis je regardais et je me disais, la chance que tu as à cet âge-là de pouvoir faire ça. Mais ça m'a fait prendre conscience de ma chance à moi aussi. Là. Et peu importe que j'ai 15 ans de plus, c'est pas grave, je suis tout aussi chanceux parce qu'on est maître d'une certaine façon de notre destin. On a un certain contrôle. Puis cette chance-là qu'on a entrepreneur, parce qu'on l'a en nous, on est entrepreneur. Moi, je suis arrivé à l'école, Valérie, j'ai posé une question à Éric Michel. Il m'a dit, qu'est-ce que tu te poses comme question à ce moment-ci? Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, j'aurais dit, moi, ce que je veux savoir, c'est si je suis un entrepreneur ou juste un consultant. C'était un peu péjoratif quand je disais juste un consultant, parce qu'il n'y a rien de mal à être un consultant. Un consultant, c'est un entrepreneur.
Mais ça a pris un séjour, puis je suis revenu, je me suis dit, non, non, je suis un entrepreneur. J'ai envie de créer. Mais mon Dieu, que je suis chanceux de pouvoir faire ça. Je suis chanceux de pouvoir avoir une expertise qui a une valeur dans le public ou d'avoir un produit qui a une valeur dans le public, pouvoir gagner ma vie avec ça. Mais si tu te rappelles ça souvent, ben mon Dieu, qu'il n'y a aucune chance que tu n'aies pas la bonne posture. Je veux dire, à un moment donné ou à un autre, tu vas retomber dans le positif parce que tu es conscient de la chance que tu as. Tu sais. Puis c'est pour ça que lorsque l'erreur nous braque, nous bloque, puis nous empêche de voir, puis nous fait voir tout noir, ben, la seule place où tu peux te réfugier, c'est dans la chance que tu as de faire ça, c'est dans tes souvenirs positifs, c'est dans le fait de te sentir privilégié d'être là où est-ce que tu es. C'est dans ta famille, c'est dans ton entourage, c'est dans ces anges gardiens. Alors, aller chercher ces zones de refuge-là, moi, c'est vraiment ça. Puis je l'ai appris très jeune. Hein. Tu sais, quand tu vis dans une dictature, mon père a disparu d'une certaine façon. Il a été emprisonné 3 fois pendant la dictature pour des positions politiques qu'il prenait. J'avais aucune conscience de ça. J'ai jamais pensé que je vivais dans une dictature. Mais pourtant, c'était le cas. Il y avait des militaires au coin de la rue. Tu sais, ça a été ça. Ma vie a été ça. Tu sais, c'est de se dire, hey, attends une seconde. Là. Mais j'étais chanceux d'avoir quoi? D'avoir des parents aimants, d'avoir une famille, d'avoir des grands-parents. Après ça, je me suis retrouvé à 10 000 kilomètres de ma famille en France. Peut-être ça a été la même chose. J'aurais pu regretter ce que j'avais pu. Tu sais, j'ai vu mes grands-parents mourir à distance. En réalité, je ne les ai jamais vus mourir. Je n'ai jamais pu leur dire adieu. Mais en même temps, ça m'a toujours ramené aussi à ce que j'avais plutôt que ce que je n'avais plus. Alors, tu sais, je dois tout ça, j'ai pas de mérite là-dedans. Je dois tout ça à mon vécu, puis à ma famille, puis à mon entourage. Mais justement, allez vous tourner vers ces gens-là. Vous avez des anges gardiens dans votre vie. Prenez-les, demandez-les de l'aide. Demandez de l'aide aux entrepreneurs. C'est une chose que j'ai appris à l'école. Posez des questions. Moi, tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez avoir mes coordonnées, gênez-vous pas de contacter l'école. Ça va me faire plaisir de vous écrire si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez les poser plus en privé. Gênez-vous pas, mais demandez de l'aide parce qu'on est tous heureux de rendre service. C'est ça qu'on m'a appris à l'école, puis c'est tellement vrai. Là. Je prends le téléphone maintenant, j'appelle, j'en contacte par LinkedIn des entrepreneurs, puis je vis des choses extraordinaires avec ces gens-là parce qu'on veut tous se donner. Alors, donnez le privilège aux gens de vous aider. Donnez le privilège aux gens de vous donner de l'amour, de vous donner de l'affection, de vous créer des zones de répit, des refuges que j'appelle, parce que vous allez voir que votre posture va changer, puis c'est là où tout ça se crée. Puis comme je vous dis, j'ai aucun mérite là-dedans. On parlait de l'erreur qui est sur le coup difficile à accueillir, mais une chose à faire sans doute aussi, c'est lorsqu'on a une seconde expérience qui nous permet soit de réparer l'erreur ou soit de mieux faire la fois suivante, est-ce que tu te le dis? Est-ce que tu te le demandes ça ou tu te félicites lorsque tu réussis à ne pas tomber dans le même... Non, pour ça, j'ai encore ça à travailler. Tu sais, célébrer ses victoires soi-même. Je ne me félicite pas assez parce que je pense que moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur très, très longtemps. Puis je pense que je l'ai encore un peu. J'ai fait le choix à un très jeune âge d'aller vivre des expériences de travail plutôt que de finir certaines études. Donc, tu sais, j'ai longtemps pris le chemin difficile, le chemin différent. Appelons ça différent plutôt que difficile, mais je le recommande à personne, donc il devait être difficile. Alors, je pense que quelque part, ce syndrome de l'imposteur fait qu'aujourd'hui encore, j'ai de la misère à me donner des tapes sur l'épaule. C'est pour ça que les anges gardiens sont extraordinaires parce que c'est eux qui me les donnent. Puis je dois. Moi, je parle beaucoup de ma femme dans ma vie en général parce qu'elle m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de tapes sur l'épaule. Elle m'en donne encore beaucoup aujourd'hui. Ma famille, les gens qui vous entourent, mes amis de l'école, mes coachs à l'école. Il y a plein de monde qui sont là pour dire hey, c'est bon. Parce que moi, je ne le fais pas nécessairement. Mais je pense que c'est important ce que tu dis. Puis je pense qu'on devrait tous le faire plus. De se dire, hey, c'est le fun, j'ai appris de cette erreur-là, de se faire des rétroactions à soi-même. Oui, je pense que ce serait bien. Mais encore, tu vois, encore des choses à apprendre. Tu sais, on a beaucoup parlé d'erreur ici, mais ultimement, parce que l'erreur, c'est un mot qui est péjoratif, parlons de risque. Il n'y a pas de risque sans erreur. Et Mais, d'apprentissage. et d'apprentissage. Mais le risque, il fait partie du trip. Moi, je trippe. Public Stratégie et Conseil, c'est pas juste une entreprise. C'est un trip. J'ai du fun là-dedans. Puis je pense que je vais faire ça le restant de mes jours parce que j'adore ce que je fais. Je n'ai pas l'impression de travailler dans ma vie. Ça, c'est le plus grand privilège. Mais tripez. Ayez du plaisir. Donnez-vous le droit d'avoir du plaisir. Donnez-vous le droit d'avoir du fun. Puis à ce moment-là, donnez-vous le droit de prendre des risques. Puis ultimement, donnez-vous le droit de faire des erreurs.
Génial. Merci beaucoup, Victor. C'est super apprécié là, que tu aies pris le temps de venir partager ton expérience et de parler aussi ouvertement avec autant d'authenticité des erreurs de parcours, mais des erreurs qui sont formatrices. Oh, on a juste une petite dernière question. Je pense qu'on a le temps pour la prendre avant de se quitter. Est-ce qu'on peut avoir des conseils sur l'équilibre de vie d'entrepreneur? On commet souvent des erreurs de ce côté-là. Oui, oui, c'est vrai que la liberté de l'entrepreneur, c'est aussi une belle cage dorée parce que on a très peu d'équilibre là-dedans. Moi-même, je pense que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire là-dessus. Mais je te dirais que valorise les gens gardiens parce qu'il faut que tu leur donnes une place. C'est le conseil que je donnerais. N'oubliez jamais que pour être un meilleur entrepreneur, pour réussir dans votre business, vous devez donner de la place et de l'espace à vos anges gardiens, à vos moments de plaisir, à vos moments de relaxation, à vos moments de rétroaction. Moi, je m'ennuie pendant cette période de COVID. On a beaucoup été dans l'urgence. Je n'ai jamais travaillé autant. J'en remercie le ciel d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup souffert, puis je compatis beaucoup avec vous. Mais malgré ça, il faut prendre le temps. Le temps, c'est nous autres qui décident. On peut bien mettre des excuses sur plein de monde, mais c'est vous qui décidez le temps que vous prenez. C'est vous qui décidez de vous déconnecter. C'est vous qui vous donnez le droit de le faire. Cette liberté-là, c'est une responsabilité qui vient avec. Hein. Donc oui, l'entrepreneur est très libre, mais il est très responsable de son destin aussi. Alors, moi, je vous dirais que rappelez-vous, puis rappelez aux gens avec qui vous travaillez que ce moment que vous prenez, que ces vacances que vous prenez, que ce moment de recul que vous avez besoin de prendre, c'est essentiel pour la croissance de votre entreprise, pour votre réussite comme entreprise, puis pour celle de vos équipes. Alors, rentrez-le dans... Si on n'est pas capable de décrocher de la job, rentrez-le dans la job. Parce qu'on est tous un peu workaholic, les entrepreneurs. On est tout le temps en train de réfléchir, en train de bâtir quelque chose de nouveau. Rentrez ça dans votre routine de travail quasiment. Mettez-vous du temps pour ça. Moi, j'essaie de m'en mettre, je n'arrive pas tout le temps. Le télétravail aide beaucoup pour ça. C'est quelque chose que je donne beaucoup à mes équipes de leur dire, tu sais, si tu es en télétravail puis en horaire flexible, c'est pour aussi te donner du temps d'avoir du plaisir. Si tu veux aller prendre une marche de 2 heures parce qu'il fait beau, vas-y. Je sais, je t'ai dit c'était quoi mes attentes. Alors, tu sais ce que je te demande de livrer. Donc, prends ce temps-là. Il faut qu'on se le donne à soi-même aussi. Donc c'est ça. Mais Valérie, j'en profite parce qu'on est sur le point de finir pour te remercier. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Merci aux gens de l'école. Puis merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter pendant cette heure de dîner. Puis comme je vous dis, si je peux être utile, si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, le téléphone n'est jamais trop loin, le courriel non plus, LinkedIn non plus. Gênez-vous pas, je vais toujours prendre le temps pour vous répondre et pour qu'on partage ensemble. C'est très généreux. Merci encore, Victor. Puis merci, Louis, à tous les gens qui ont été présents ce midi dans ce rendez-vous avec les erreurs des chefs d'entreprise, les belles erreurs des chefs d'entreprise. Si vous avez des questions sur l'école, n'hésitez pas non plus à communiquer avec le personnel à l'EEB. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là et heureux de répondre à vos questions. Alors, merci encore, Victor Henriquez, d'avoir partagé ce moment-là et toutes ces expériences d'entrepreneur avec nous. Et bonne fin de journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci encore. Au revoir.